Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Il n'y a pas eu de véritable compromis dans la crise socio-politique au Mali. La médiation des 5 chefs d'État de la CEDEAO n'a pas permis d'harmoniser les positions des partis. Le mouvement de contestation au Mali a rejeté le plan de sortie de crise proposé par les émissaires de la CEDEAO. Il faut dire que cette mission de la CEDEAO est intervenue dans le cadre des efforts visant à désamorcer la crise et à éviter un bain de sang. Le président Bondakani est revenu sur cette crise pour analyser les contours de l'échec de la mission de médiation de la CEDEAO. Suivons maintenant le décryptage du président Bondakani sur l'échec de la CEDEAO dans la crise politique au Mali. Suivons. Vous êtes également là, président Bondakani, président du nouveau mouvement populaire. Merci une fois de plus d'avoir donc accepté l'invitation d'Afrique Média, mais je commence également par vous. C'était donc une mission pratiquement de la dernière chance pour la CEDEAO lundi dernier, donc 27 juillet. Mais on pourrait simplement dire échec et mat. Pour vous, quelles sont les raisons de cet énième échec? Vous me permettez de saluer mes compagnons. Bien entendu. Et vous-même. Je ne reviendrai pas sur ce que vous représentez en termes de charisme journalistique, mon cher Bongo, sans flatterie. Vous avez un homme d'expérience dans le métier. Et ça s'impose à nous, nous qui sommes vos panélistes. Parce que vous modérez avec une autorité douce, mais incontestable. Merci. À cause de votre expérience. Merci, vous me je dis que mes compagnons pensent comme moi. Hein. Donc j'entends des choses. Ben voilà. Ben, mon aîné Ngouem est en train de confirmer ça. Je voudrais dire à mon aîné Ngouem que moi je suis content. Docteur Ngouem de le retrouver. Et je me suis inquiété un peu. Il a certainement senti ça, mais il est revenu, il est en bonne santé. C'est très important pour nous parce qu'il porte un projet universitaire de dimension internationale et qui est très important pour le panafricanisme et qui est un symbole. Parce que nous voulons que vous réussissiez dans ce projet. Donc les SIAC doivent réussir. Parce que si ça réussit, c'est le panafricanisme qui aurait réussi. Donc je voudrais dire comment je suis très content de me retrouver avec toi et que tu nous sois revenu en bonne santé, cher aîné. Merci beaucoup. Très gentil. Merci. Alors j'ai fini de faire les civilités, mon cher Bongo. Je reviens à votre question. Je voudrais simplement nous renvoyer à l'émission de la semaine passée. La semaine dernière, oui. La semaine dernière. Nous ne sommes pas des... Bon, c'était pas des prophéties, mais si les gens revisitent l'émission de dimanche dernier, ils vont comprendre. Ils vont comprendre ce qui s'est passé. Donc, je ne suis nullement surpris par ce que vous appelez l'échec de la CEDEAO. La CEDEAO a un problème de crédibilité. La raison de l'échec de la CEDEAO là, c'est un problème de crédibilité. C'est-à-dire, d'abord, les présidents qui viennent, j'ai beaucoup de respect pour le président Bouhari. Beaucoup de respect. Mais, d'une certaine manière, le président Bouhari est même un peu lointain. Vous voyez, il est un peu lointain. Mais quand le président Ouattara s'amène au Mali, il y a un problème de crédibilité, mon cher Bongo. Un problème de crédibilité. Tous ces présidents qui ont couru au chemin du Mali ont un problème de crédibilité. Parce que toute la sous-région est à feu. Il y a feu. Et le fait qu'il y ait le feu dans cette sous-région démontre, c'est-à-dire que les peuples voient, non? Les gens voient que mais les gens, c'est là. On n'est pas pareil. Ils ne sont pas, on n'a rien de commun parce que, mais, ils sont où? Et toute notre région brûle comme ça. Qu'est-ce qu'ils font pour éteindre le feu dans notre région? Il y a un problème de crédibilité qui flamme la CEDEAO pour venir intervenir dans cette affaire. Bon, je ne vais pas insister sur le poids du président Ouattara. C'est-à-dire que la manière même d'aborder les choses déjà. C'est-à-dire que la personnalité du président Ouattara dans cette mission était déjà en soi un problème. Parce que d'abord il a des problèmes sérieux avec même certains leaders entre guillemets de la coalition de l'opposition. Même à titre personnel même. Et quand on voyait un monsieur comme monsieur, le président Sissé par exemple, Soumaïla Sissé. Je n'entrerai pas dans certains détails, mais je vous dis qu'il y a des problèmes sérieux avec M. Ouattara au regard de leurs relations. Vous comprenez?
C'est-à-dire que, donc, M. Ouattara, par exemple, aurait de la peine à parler directement avec le leader de l'opposition malienne. Moi, je suis au courant. Qui, je le rappelle quand même, est enlevé depuis plusieurs mois. Tout à fait, mais ce que le représente. Tout à fait, c'est juste pour la gouvernement et les téléspectateurs. Donc, il y a un problème de crédibilité. C'est-à-dire que quand vous venez dans une crise comme celle-ci, vous devez conjuguer l'autorité. Donc, l'autorité morale manque, c'est ce que ça veut dire. Vous voulez dire, politique. Vous devez conjuguer l'autorité morale. Oui. Vous devez conjuguer l'autorité politique. Vous comprenez? L'autorité politique et morale. Vous devez conjuguer ce qu'on appelle... vous devez épouser le contexte de la crise pour pouvoir mettre sur la table un ensemble de... pour pouvoir diligenter l'ensemble de solutions opérationnelles. La plupart de ces présidents ne réduisent pas ce qu'ils sont en train de vous dire. C'est pour dire que contre la crise au Mali. La plupart des présidents qui étaient là ne réduisent pas ces conditions. Et la personnalité du président Ouattara a encore aggravé ça. Vous savez, vous avez vu quand même, il y a carrément eu un choc frontal entre lui et ces gens-là. C'était frontal à la limite. Donc c'était pour vous dire un peu de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc, la CEDEAO a un problème de crédibilité. Or, pour l'instant, mon cher Bongo, la coalition de l'opposition malienne, je ne dis pas qu'elle a raison, est convaincu qu'elle est en position de force. Vous comprenez? Ils sont convaincus qu'ils sont en position de force. Tout à l'heure, je dirais ce que j'en pense. Donc, ils sont convaincus. Donc, du coup, quand les gens sont convaincus d'être en position de force, vous ne savez pas pourquoi l'opposition malienne estime être en position de force. Vous ne connaissez pas le jeu en sourdine que joue l'Union européenne. Et on sait, l'ambassadeur de France, l'ambassadeur des États-Unis, et nous connaissons les contacts, c'est-à-dire que le rôle qu'ils jouent en coulisses. Si en coulisses, on les rassure, on les dit ne cédez pas, ne bougez même pas d'un pouce, ne cédez pas. Mais pourquoi voulez-vous qu'ils aient un respect pour la CEDEAO? Le porte-parole, pour vous lancer peut-être oui, oui. Le porte-parole Mahmoud Dicko dit en substance qu'ils n'ont pas besoin d'une décision qui vient de l'extérieur et qu'ils ont besoin, ils ne sont pas incapables de trouver une décision à l'interne. Est-ce qu'aujourd'hui le problème, la crise malienne se limite simplement au Mali? Non, c'est des histoires. C'est des histoires. D'ailleurs, l'imam tous les jours, il est qu'il est parmi l'ambassadeur des États-Unis, il avait l'ambassadeur, il avait l'Union européenne. Et pourquoi? C'est pourquoi les enjeux du Sahel sont très gros. Et le Mali, c'est un maillon très important du Sahel. Deuxièmement, alors ça c'est ce que j'appelle, ça c'est le contexte macro. Mais au niveau micro même, l'avenir d'une discussion dépend aussi de la personnalité directe des leaders politiques. Vous comprenez? Alors ces leaders politiques là, qui sont en face là, je passe de position. En tout cas, on parle d'Ibeka lui-même, du camp présidentiel. Ces leaders de l'opposition là, qui sont-ils? À partir de quoi est-ce qu'ils décident? Pour l'essentiel. Même parce que nous avons fait la typologie personnelle. Tout à fait. De cette opposition. Tout à fait. Et à partir de là, vous avez vu. Et moi, j'insiste quand je vous dis, est-ce que vous connaissez le rôle que jouent en sous-main les puissances étrangères? C'est ça. De toutes les façons, oui. Vous comprenez? Donc, il y a tout ça qui entre là comme paramètre. Maintenant, je termine en disant que, mais là, maintenant, il faut faire attention parce que, et moi, je n'ai pas de conseil de nos opposants maliens. Vous savez que moi, j'ai une distance terrible à leur regard. Je vous ai exposé ici en quoi ils ont longtemps trahi les Maliens, le peuple malien. Bon, maintenant, ils font semblant d'être à la tête d'une dynamique populaire, mais je n'ai pas de conseil à leur donner. Simplement, mon cher Bongo, vous vous rappelez la crise du Togo? C'était à peu près le même scénario. Vous vous très bien. Nous avons fait des débats ici et moi j'étais parmi ceux qui avaient interpellé l'opposition togolaise et ils disent faites très attention. Lorsque vous êtes dans un cadre néocolonial accentué, comme c'est le cas dans le Sahel, et que les forces politiques que vous êtes, vous ne voulez pas vous mettre à dos vos tuteurs étrangers. C'est-à-dire que vous acceptez ce cadre-là. Alors, il faut donc n'oubliez pas les règles non décrites. Non, n'oubliez pas les règles non décrites de ce milieu. Parce qu'actuellement, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai suivi le président Ouattara quand il est rentré. Il a fait une sortie, il a dit c'est une question d'honneur pour la CEDEAO. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous allons tout faire pour que Ibeka ne tombe pas. Parce que Ibeka, pour nous maintenant, là, c'est une affaire d'honneur. Et je peux vous dire que la plupart des présidents là partagent ce point de vue. Vous comprenez? Bon, maintenant, cette opposition-là, qui accepte volontairement de voler dans un cadre néocolonial, essaie de comprendre ce que ça veut dire. Je savais déjà à l'époque ici, un président togolais, elle n'a pas été écoutée.
Ça s'est terminé exactement comme j'avais dit. Et ils ont même pratiquement tout perdu. Vous avez vu, Faure a été élu. Je leur avais dit que ce qu'on fait là, vous êtes en train d'ouvrir un boulevard en or pour le président Faure. Faites attention, n'oubliez pas dans quoi vous vous situez. J'ai l'impression que le président malien est en train de faire la même erreur. De toutes les façons, on va voir. Je voudrais me tromper. Vous tromper. Je voudrais me tromper. De toutes les façons, nous allons donc voir ça au cours de cette émission. Il y a également un deuxième invité à Yaoundé, c'est bien vous, monsieur Bouba. Bonsoir, merci d'être sur le plateau d'Afrique Média pour cette émission du débat panafricain première partie. Je voudrais simplement, tout en vous saluant, tout en vous accueillant sur ce plateau-là, vous adresser cette question. Aujourd'hui, l'une des questions, des problématiques que pose l'opposition malienne, c'est bien la démission du président élu Ibrahim Boubacar Keïta. Selon vous, comment est-ce que se pose cette problématique au niveau politique et au niveau social? Est-ce qu'aujourd'hui, dans une démocratie qui se veut comme telle, on devrait pouvoir assister à de telles revendications? Et quels sont les dessous d'une telle revendication dans ce contexte-là? Je voudrais d'abord dire bonne fête à mes frères musulmans, bonne fête de Tabaski. Je voudrais saluer M. Bandakani, qui fut l'un de mes encadreurs, parce que c'est à partir d'eux que nous avons eu l'inspiration. Je voudrais saluer les peuples maliens de la diaspora. Je voudrais dire, moi qui suis enseignant-chercheur, tout est parti de ce plateau-là. Lorsqu'on a vu l'assassinat à Mondiovision de Muammar Kadhafi, lorsqu'on a vu la déportation, le déshabillement et la déportation du président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ministre Blé Goudé, ça a heurté notre conscience. Nous sommes jetés à faire des recherches sur ce qui arrive à l'Afrique. Dieu merci. En 2019, nous avons fini. Aujourd'hui, je peux parler en tant qu'idéologue spécialiste en politique de gouvernance. Je vais donc souligner cela. Je suis très fier de prendre enfin la parole pour le Mali. Je n'ai pas eu cette chance pour parler de la crise amazonienne. Aujourd'hui, depuis que cette crise malienne perdure, je n'ai pas eu à prendre la parole. Parce que vous savez, quand vous battez pour les besoins du peuple, les médias les multinationales sont plus fortes que vous et vous avez de la peine à vous exprimer. Si Afrique Média n'existait pas, je sais que je n'aurais jamais une prise de parole quand il s'agit des problèmes maliens. Oui, je voudrais parler beaucoup cet après-midi. Mais ce qui m'intéresse, c'est le peuple malien. Il n'y a aucun homme au Mali qui peut sauver les Maliens. Il n'y a aucun homme en Afrique, futur chef d'État, qui peut sauver les Maliens. Les Maliens ne peuvent être sauvés que par les peuples maliens eux-mêmes, dans une association avec tous les Africains. Alors, permettez-moi de m'adresser à ces peuples maliens qui ont entre leurs mains la seule occasion de sauver le Mali et de sauver toute l'Afrique, en leur disant ceci. Qu'on s'en désole ou qu'on s'en réjouisse, il est constant que les Africains en général et les Maliens en particulier souffrent de la malgouvernance. Car c'est un fait que nul ne saurait ignorer. Oui, de ce fait-là, ces Maliens, ces Africains ont le droit et le devoir d'ailleurs de se battre pour se débarrasser de cette malgouvernance, pour aller vers un lendemain nouveau et meilleur, qui doit permettre aux peuples africains, aux peuples maliens dans son ensemble, de changer, n'est-ce pas, de relever leur niveau de vie. Mais si c'est pour quelques minorités qui aspirent à gouverner avec leur famille pour savourer le champagne de la victoire des peuples maliens, nous leur disons que ils n'auront pas le peuple malien derrière eux. Ils iront seuls avec leur famille affronter l'armée de ces dictateurs, l'armée de ces néocolons. Mais si c'est pour relever le niveau des peuples de tous les Maliens, nous serons de la partie. Et cela serait une première expérience, une première réussite. C'est un espoir, mais un tel espoir exige une démarche rationnelle et méthodique, tout en prenant d'abord conscience de ses atouts et de ses faiblesses.
Il s'agit ici d'observer l'adage qui dit, si vous ignorez d'où venez-vous et où êtes-vous, alors vous ne saurez jamais où irez-vous. Si les Maliens, comme les autres Africains, ne cherchent pas à savoir qui sont-ils et d'où viennent-ils, alors leur quête pour un lendemain meilleur sera toujours vaine comme par le passé. Pourtant, il est secret pour personne que ces mêmes Africains, ces mêmes Aliens, ces mêmes Maliens sont incontestablement les descendants des impérialisés, qui furent d'abord pendant 400 ans des réservoirs d'esclaves, ensuite pendant 100 ans des colonies, et aujourd'hui, pendant plus d'un demi-siècle déjà que cela dure, des néocolonies. C'est dire que, à la question de savoir qui sont les Maliens et d'où viennent-ils, la seule réponse est, ils sont des néocolonies et viennent des colonies, ou bien ils sont des néocolonisés, viennent des parents colonisés. Alors, question pertinente, qui de ces Maliens, qui de ces Africains, dans un langage accessible à tous, sans équivoque, et surtout traductible en sa langue maternelle, en sa langue vernaculaire, peut expliciter à ses parents, à ses enfants, à ses amis, à ses frères, bref, à un auditoire, ce que c'est une néocolonie et une colonie. À entendre ces leaders s'exprimer, ces hommes s'exprimer dans divers médias, il y a lieu pour nous de nous interroger. C'est la raison pour laquelle nous autres chercheurs, nous avons pris la peine d'avoir conduit un sondage dans diverses universités où le résultat est frappant. Les étudiants, tout comme le personnel universitaire, dans leur écrasante majorité, n'arrivent pas à expliciter ce qu'on appelle néocolonie et colonie. Nous admettons que ce sondage que nous avons fait ne soit pas, cet échantillon ne soit pas si représentatif à l'échelle africaine, mais il en demeure révélateur, Fred. Voilà où nous en sommes. Des peuples de tout un pays, d'un continent, ont du mal à savoir qui sont-ils et d'où viennent-ils. Alors, dans ces conditions-là, comment vont-ils faire pour pouvoir changer leur devenir, pour sortir de leurs conditions précaires, caractérisées par malgouvernance, crépitement d'armes, chômage, sous-emploi, prolétarisation et paupérisation, pour aller vers un lendemain nouveau et meilleur, dont le chemin semble parsemé si d'embûches. Comment vont-ils faire pour savoir par qui remplacer Ibeka, par qui remplacer nos différents chefs d'État, dans le seul but de changer nos conditions de vie générales, en général plutôt, en relevant notre standard de vie. Quelles sont nos préoccupations? Vous comprendrez pourquoi tous les efforts consentis par les peuples africains à la recherche des hommes providentiels à la tête de leurs États débouchent toujours à déshabiller Saint-Pierre pour réhabiller Saint-Paul. Demandez aux Ivoiriens de Laurent Gbagbo, aux Centrafricains de François Bozizé, aux Tunisiens de Ben Ali, aux Égyptiens de Hosni Mubarak, aux Gambiens de Yahya Jammeh ou aux Congolais de Mobutu Sese Seko. N'allez surtout pas demander aux Libyens de Muammar Kadhafi, car cela vous faussera même l'extrapolation. Et demandez aussi et surtout aux Béninois, aux Sénégalais, aux Malgaches, aujourd'hui champions par excellence de la démocratie d'alternance. Ils vous le diront eux aussi. C'est dire quoi faire? C'est dire que le changement pour le changement, la démocratie pour le luxe de la démocratie, l'alternance pour l'alternance ne saurait être jamais, mais alors jamais, une solution au peuple malien, une solution aux peuples africains. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord changer le paradigme, proposer des solutions de changement de paradigme. C'est donc à cette grande réflexion que nous, prétendus intellectuels de la politique, donneurs de bonnes leçons de gouvernance au peuple malien, c'est à cette préoccupation faible, c'est à cette préoccupation que nous sommes convoqués. Mais à les entendre s'exprimer dans divers médias, il y a lieu de s'exprimer. Nous avons dit, nous avons beaucoup de choses à dire pour ne pas être long aux Maliens, et si nous pouvons avoir un espace communicationnel nous permettant
de changer la mentalité des Africains. Partant de cette crise malienne, nous n'avons au trop 1 mois, 2 mois pour le faire. Merci. Merci donc à vous, docteur Goem, au-delà du cadre, j'allais dire intellectuel et même idéologique que vient de poser monsieur Bouba. Revenons quand même à des choses plus concrètes. Aujourd'hui, après donc les propositions de la délégation des chefs d'État de la CEDEAO, Ibrahim Ikassa Maïga, c'est l'un des leaders du mouvement d'opposition donc à IBK, estime que les solutions qui ont été proposées par la CEDEAO sont des solutions de demi-teinte qui ne pourront pas régler le problème malien. Et moi, je vous pose donc la question. Et quelles sont ces solutions-là? Je les résume. C'est trois grandes solutions. Le maintien de IBK, la création, la mise sur pied d'un gouvernement large d'union nationale, et puis la démission des députés qui font problème. Et donc, ce leader, Ibrahim Ikassa Maïga, estime que ce sont des solutions de demi-teinte. Et moi, je vous pose la question en tant qu'observateur de la vie sociopolitique africaine, quelles pourraient donc être les solutions idoines pour sortir de cette situation? Est-ce que vous comprenez la position de M. Ibrahim Ikassa Maïga? Merci beaucoup, mon cher Fred. Je pense que l'opposition qui est née là, qui s'est regroupée, je crois, autour du 5 juin, là, a certainement de bonnes raisons, plus ou moins de remettre en cause ou de ne pas accepter, je dirais, les limites des propositions qui ont été faites par la commission conduite par la CEDEAO. Quelles sont ces raisons, docteur? Je pense que ce qu'il faut voir, tout simplement, parce qu'à l'intérieur, quand on fait une lecture de ce rejet, il faut comprendre ce qui se passe, quelles pourraient être les causes de ces rejets-là. Parce qu'aujourd'hui, on assiste à quoi? On assiste à une sorte de crise politique, donc vous avez évoqué les éléments d'entrée immédiat. Mais il faut savoir qu'au-delà de cette crise, il perdure dans ce pays-là une crise sociale depuis un certain temps. Il ne faut pas oublier. Avant même 2012. Mais avant 2012, la lutte menée contre ce qu'on appelle les djihadistes dans le Sahel. Je dis au passage que l'opposition globalement, avec à leur chef M. Diko, est favorable aux discussions avec eux, vous comprenez. Donc il y a cette crise sécuritaire, il y a une sorte de crise larvée sociale. Les enseignants sont en crise en grève depuis un certain temps, y compris là depuis le début de l'année. Et il y a donc aujourd'hui, vient s'installer au-dessus de ça, une sorte de crise politique, crise des institutions qui a été accentuée là, aux dernières élections législatives qui ont eu lieu, je pense, pendant la période du Conseil. Oui, en avril, mars-avril. D'où la problématique du Parlement actuel qui est plus ou moins c'est de là que le problème actuel se dépasse. Voilà. Donc la question qui pourrait être légitimement posée, avec cette multiplication de crises qui ne date pas d'aujourd'hui, n'oublions pas que le chef de l'opposition actuelle, il s'appelle comment, Diko. En tout cas, le porte-parole le plus visible, oui, Mahmoud Diko, avait déjà soutenu le président actuel. Absolument. Il ne faut pas l'oublier. Bon, donc tout ceci, ce qui arrive aujourd'hui avec la rectitude des gens du groupement du 5 juin, c'est tout simplement, je dirais, une sorte de position de résultante de l'ensemble de ce que je viens de dire. En réalité, ce que vous nous donnez, la CEDEAO, est insuffisant par rapport à nos attentes face à une crise qui perdure depuis plusieurs années. C'est-à-dire, entre autres, déshabiller Paul pour habiller Pierre, comme le disait Bouba, c'est-à-dire enlever IBK du pouvoir et remettre qui? Mais remettre qui? Je pense que derrière cela... Il y a une figure consensuelle qui puisse faire le consensus. La seule figure consensuelle aujourd'hui qui puisse faire le consensus, je vous répète, est le malien, le peuple malien. Vous comprenez? Sachant que, j'ajoute dans les éléments de crise, que vous avez des forces extérieures qui occupent une partie du Sahel, qui combattent le terrorisme en Occident, mais depuis de manière aéroportée depuis le Sahel, et qui ont tout intérêt à tirer les ficelles, d'un côté comme de l'autre, vous comprenez. Le président Bandakani en a parlé, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, je crois que ce qui est important aujourd'hui,
c'est de poser tout sur la table sans exclure aucun autre problème, aucune autre solution. Parce que quand le peuple en arrive, comme on a vu, à aller dans la rue, à répéter la manifestation, et je viens de rappeler les problématiques qui se posent même avant qu'on arrive à l'élection législative du mois de mars-avril. Ouais. D'accord? Et on reproche au pouvoir actuel, qui est là depuis, je pense, 2013. C'est son second mandat. Oui. On reproche à ce pouvoir de n'avoir pas pu, bon gré mal gré, juguler le terrorisme. Vous comprenez? Tout ceci, c'est un cumul qui fait que, de mon point de vue, si on veut faire un tour de table, on n'exclut plus rien. On n'exclut plus rien. Il appartient aux Maliens, d'accord? Il appartient aux Maliens d'identifier. J'ajoute pour un peu commenter le président Bankani, il a dit, et quand vous avez une mission composée par des personnalités qui n'inspirent pas trop le mot confiance, des gens qui n'inspirent pas trop le mot confiance aux forces d'opposition interne, mais comment voulez-vous qu'on arrive à une solution acceptée? Je pense que la solution est entre les mains des Maliens. C'est à eux. L'exemple qui s'est passé, je ne sais plus, c'était au Soudan. Non, c'était pas au Soudan. Où eux-mêmes ont pris en charge leurs problèmes entre les militaires et les civils. Ça a duré le temps que ça a duré, mais ils en ont trouvé une ligne médiane qui satisfait globalement tous les acteurs. Tous les acteurs autour de la table. Donc vous donnez quand même raison à M. Ibrahim Ikassa Maïga, plutôt à M. Mamoud Diko, qui pense que les problèmes maliens doivent se régler par les Maliens. Naturellement, légitimement. Et que la CEDEAO n'a rien à y voir. Attendez, commençons déjà par les Maliens. Oui. C'est eux les premiers concernés et les premières personnes concernées. Mais comment donc faire parler des gens qui visiblement n'ont pas envie de se parler? La CEDEAO, si elle a un rôle à jouer, doit le jouer dans l'ombre. D'accord. Un rôle plutôt discret. Un rôle discret. Dans les coulisses. Voilà, dans les coulisses, en poussant leurs frères de l'Ouest, d'accord, à trouver une solution commune autour d'une table. Et non donner l'impression qu'on donne des injonctions. Mais bien sûr que oui. Mais la CEDEAO, dans sa structure, a dit, dans le pouvoir, n'est pas à ce coup. A dit, la CEDEAO est dans son rôle institutionnel de s'impliquer dans les crises. D'accord. Mais qui n'a pas les moyens. Oui, voilà. Qui n'a pas les moyens. C'est bien compris, c'est bien compris, docteur. Les moyens, vous comprenez. Oui. Donc, je pense que, et à partir du moment où tous les Maliens autour de table, toutes les forces vives de ce pays-là vont se réunir autour d'une table, sans exclure aucune question, y compris la problématique de remise en cause d'un pouvoir. Pourquoi je crois que ça ne doit pas être vitam aeternam que parce que vous avez été, entre guillemets, légitimement élu, que s'il y a une crise institutionnelle, qu'on ne se repose pas la question sur vos capacités à résoudre. On ne doit pas, je crois qu'il appartient au président qui est là, d'appeler tous ses frères de tous bords, politiques, civils, sociétales, de venir dire, venez, nous discutons pour trouver une solution. Les solutions, les propositions en bribes qu'il a avancées sont insuffisantes. Par exemple, la démission du chef du Conseil constitutionnel, ainsi de suite. C'est insuffisant. C'est un ensemble global. Les solutions parcellaires. Partielles. Il faut donc avoir une dimension globale, mais cette dimension globale, en abordant et les problèmes qui datent de longtemps, et les solutions globales, sans exclure aussi la problématique du poste de président. Je crois que tout doit être posé sur la table pour qu'on arrive à une solution globale. D'accord, c'est bien compris, Dr Goué. Je voudrais accueillir également nos invités avec qui nous sommes en multiplex. D'abord, vous, Amina Fofana, vous êtes donc membre du mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques. Bonsoir. Je voudrais vous poser la question aujourd'hui, ce à quoi on assiste au Mali, avec les exigences d'un côté de l'opposition et puis les solutions, comme vient de dire, partielles et parcellaires proposées par la CEDEAO, est-ce que finalement tout ça, ce n'est pas un peu l'échec de la démocratie que l'Afrique n'arrive pas à s'approprier? Donc le problème du Mali, c'est beaucoup plus profond que ça. Effectivement, nous assistons à un échec de la CEDEAO qui, pour nous, est un club de soutien des présidents ouest-africains, de la dictature, du maintien de l'oppression de l'Occident sur les populations, qui ne vient pas, quand il y a des problèmes, quand les Maliens crient, mais qui vient se faire passer pour un bon samaritain avec une solution qui ne tient pas compte des exigences
et des difficultés de la population, tout se résume à sauver le soldat Ibeka. Donc moi je suis Amina Fofana, je suis architecte, je suis panafricaine, je suis activiste et je voudrais dire à M. Bandakani que j'ai suivi avec beaucoup d'attention ses commentaires lorsqu'il a dit que c'est vrai que le peuple s'est levé le 10 janvier passé contre la France et que les politiciens, y compris les chefs religieux, n'ont pas voulu nous accompagner. Je suis d'accord et je vais lui préciser que je fais partie de ce mouvement-là de France Dégage. Et aussi le camarade Ben Le Cerveau qui était le chef de file de ce mouvement, malheureusement qui n'a pas pu être ici aujourd'hui. Donc voilà, donc ils ne nous ont pas soutenus. Bon, ça c'était pour la France. Et maintenant, je veux que M. Bandakani comprenne que nous sommes à l'intérieur du M5. Bon, je veux aussi que tout le monde comprenne que le M5, ce n'est pas l'opposition, ce n'est pas un parti politique ou bien un regroupement des opposants, ce n'est pas ça. Le M5 RFP est composé de plusieurs entités, de toutes les différentes couches de la société malienne. Donc, il y a des politiciens, il y a des syndicalistes, il y a des religieux, il y a des civils, il y a des associations, il y a des mouvements politiques ou apolitiques. Donc, c'est vraiment l'union de l'ensemble de tout le peuple malien qui est représenté à l'intérieur. Donc, cette mission de la CEDEAO, franchement, nous pensons que nous savons que c'est un échec. Pourquoi? Parce que la CEDEAO, quand il y a des vrais problèmes, comme je l'ai dit, la CEDEAO ne réagit pas. Donc, Soumaïla Cissé a été enlevé. Où était la CEDEAO? Où était la CEDEAO quand beaucoup de Maliens se faisaient tuer, plus les Nigériens, plus les Burkinabés tous les jours? Où était la CEDEAO qui n'a jamais bronché? Où était la CEDEAO quand on a déporté Gbagbo, quand on y a fait le coup d'État pour installer leur ami Ouattara au pouvoir? Où elle était? Elle était bien là, mais bien silencieuse. Donc ce sont des organes de néocoloniaux plutôt, de la France et de l'Occident. Je veux simplement que M. Bandakani comprenne que nous sommes à l'intérieur, que nous n'avons pas oublié la France. Seulement, les gens, nos chefs d'État qui prennent nos pouvoirs, on va même pas dire par les urnes, c'est par la fraude de la France-Afrique. Parce que tout le monde sait que la France-Afrique, notre appareil électoral en Afrique, est détenu par la France-Afrique, ou j'appellerais ça la France contre Afrique, qui fait qu'on ne peut pas savoir exactement qui a gagné, qui n'a pas gagné. C'est le président que la France va désigner qui est imposé au peuple contre leur gré. Donc c'est ce système que l'on ne veut plus. Donc on veut enlever Ibeka parce que Ibeka n'a pas eu la solution. Depuis 7 ans, tout ce qu'il a réussi à faire au Mali, c'est de creuser des tombes. Tout ce qu'il a réussi à faire au Mali, c'est de fermer, de saboter l'école malienne. Tout ce qu'il a réussi à faire au Mali, c'est de multiplier les veuves et de les mettre dans des conditions déplorables. Alors là, ce qu'il a fait encore, c'est de vendre notre aéroport à des Français. C'est de permettre de voler les 1230 milliards de francs CFA qui étaient programmés pour la loi de programmation des militaires. Donc les avions cloués au sol, avec la France qui refuse, qui met un droit de veto sur nos espaces aériens, avec cette même France qui nous empêche de nous armer, mais en contrepartie, les bandits armés de la France, qu'elle appelle STEMA, sont armés à volonté. Donc, ce que je vais juste simplement dire, nous ne voulons pas changer Jean comme Paul. Ça, c'est hors de question. Voilà pourquoi il y a un problème de fond qui se pose. Parce que les Maliens aujourd'hui ont besoin de leur souveraineté. Comme du temps de Modibo Keïta, nous ne voulons plus que la France s'initie dans nos affaires. Nous savons tous que la CEDEAO est un envoyé de la France. Yves Le Drian, étant dans l'Assemblée française, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ordonné à Ibeka de libérer d'abord, en ces termes comme ça, de libérer Soumaïla, de faire des efforts pour libérer Soumaïla Cissé. Un pays où le chef de file de l'opposition est enlevé en pleine campagne. Un pays où un journaliste du nom de Birama Touré a disparu
Donc le clan, hein, l'oligarchie qui règne au Mali contre notre dignité, contre notre souveraineté, nous n'avons plus besoin de ça. Et je veux que le plateau d'Afrique Média comprenne que cette lutte, ce n'est pas une lutte légère, ce n'est pas une lutte de forme, c'est une lutte de fond que nous menons. Et ici, il y a la jeunesse M5RFP, il y a les femmes M5RFP, et il y a aussi le M5RFP globalement. Donc nous menons ce travail-là pour libérer le Mali. Parce que c'est sous Ibeka que le Mali est devenu un cimetière. Donc ce qui se passe là n'est plus possible. Et nous n'allons pas changer Jean contre Paul. Non, pas du tout. Ce n'est pas mal de demander que son pays soit gouverné par des patriotes. Prenons par exemple la Cour constitutionnelle. Ce que Manassa fait au Mali, c'est la même chose que Marie-Madeleine Bourancho fait au Gabon. C'est le système France-africain ou France-contre-africain qui est dans nos institutions jusqu'au plus profond dans les organes décisionnaires. Prenons l'Assemblée nationale. Ils votent des lois, le peuple n'est pas consulté. On va prendre l'ECO. Quel est le pays, quel est le chef d'État de cette CEDEAO qui a consulté véritablement son peuple pour savoir si nous voulons de l'ECO qui est vraiment un mécanisme qui va assassiner le futur de l'Afrique? Est-ce que les présidents nous ont demandé? Non. Aucun président nous a demandé notre avis. Personne. Donc ils partent entre eux, ils prennent des décisions à notre nom et sans nous. Donc c'est ça qui ne marchera plus au Mali parce que le peuple a décidé de se lever. Et cette guerre, normalement, c'est le début de la libération de l'Afrique. Et j'ai toujours l'habitude de le dire, que l'histoire retiendra que la révolution africaine est partie du Mali. Nous avons ce besoin pressant d'avoir notre souveraineté. Parce que c'est pas parce que quelques chefs d'État, même on va dire illégalement installés au pouvoir, qui n'ont pas de légitimité, qui se réunissent dans leur propre intérêt, sur l'intérêt de l'Afrique, sur le dos de l'Afrique. Ça, c'est quelque chose qui ne passera plus. L'impunité existe au Mali. Il n'y a pas d'enquête. Les 23 personnes qui ont été tuées par une force c'est celle qui s'appelle la Forçat. Une force que l'Union européenne et la France plus Ibeka ont créée, soi-disant pour aller combattre les terroristes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réussi seulement à tuer 3 terroristes. Mais ils ont fait des victimes, 23 victimes, s'il vous plaît. Madame victimes, pardon. Madame Amina Fofana, permettez-moi de vous, de vous couper. Mais c'est pour réorienter le débat, effectivement. Vous avez parlé de beaucoup de choses, la France-Afrique, la malgouvernance, etc. Et je voudrais me tourner vers vous, monsieur Monoko Touali. Plutôt Monsieur Nouhoum Togo, vous êtes donc cadre de l'URD, le parti donc du président Soumaïla Cissé, et je voulais vous poser la question de savoir, aujourd'hui on assiste pratiquement un peu et donc au procès de la Centrafrique, au-delà de l'actualité au Mali, au procès donc de la Centrafrique et au procès de la gouvernance du règne de Ibeka, on va dire ça comme ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez ce qui se passe, est-ce que ce n'est pas un déni de démocratie finalement, le fait que à mi-mandat, qu'on demande à un président de démissionner, et surtout en ce qui vous concerne, est-ce qu'aujourd'hui on ne ressent pas l'absence d'un véritable leader de l'opposition, notamment votre président Soumaïla Cissé? Est-ce qu'aujourd'hui on ne ressent pas vraiment son absence? Est-ce que s'il avait été là, est-ce que les choses se passeraient comme on est en train de le voir? Merci beaucoup. Permettez-moi d'abord de vous remercier et de remercier tous ceux qui sont sur le plateau pour les dire merci et de nous inviter pour la participation dans ce débat-là. Effectivement, ce que nous pouvons dire, le cas Soumaïla, d'abord permettez-moi de remercier ma soeur. Effectivement, le cas Soumaïla, nous l'avons dit et nous avons répété. Concernant le cas Soumaïla, tout ce qui devrait nous aider pour que Soumaïla soit retrouvé aujourd'hui, notamment le cas de la France, notamment l'Algérie, notamment la Mauritanie, notamment la CEMA, ils ne se sont pas impliqués pour qu'on retrouve Soumaïla. Moi, je l'ai dit dès au départ que la France savait beaucoup. Savait beaucoup, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'ils ont comme moyens, des satellites, des drones,
il couvre donc le nord du Mali. Si on n'arrive pas à trouver Soumaïla, la question mérite d'être posée pour qu'on trouve Soumaïla. Effectivement, si Soumaïla était là, parce que nous savons que d'abord, Ibrahim Boubacar Keïta n'a pas été élu. Si vous vous souvenez, il a été félicité par Macron avant même la proclamation des résultats de l'élection présidentielle, si vous vous souvenez. Alors donc, Macron a soutenu IBK, entériné la décision, comme ma sœur à vous, Christophe. Mais nous avons dit en Afrique que tous ceux qui ont beaucoup travaillé n'ont même pas besoin de faire des campagnes, comme le cas de Macky Sall à Dakar. Alors donc, si un président fait des campagnes et qu'il a des problèmes, ça veut dire qu'il a mal géré. La gouvernance, c'est toute la mauvaise gestion du pays. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous avons, depuis 2013 à nos jours, décidé plus de 8000 morts sur l'étendue du territoire national. Dans un an de Boubou, nous avons assisté à plus de 800 morts enregistrés. Au niveau de l'école, nous n'avons pas l'école il y a 2 ans. À l'intérieur du Mali, dans le Gourmand, à partir de Tombouctou, Kidal, Gao, le centre du Mali jusqu'à la rentrée vers Ségou, nous avons des problèmes très sérieux parce qu'il n'y a plus d'école. Alors donc aujourd'hui, pour l'Afrique, pour nous, nous pensons réellement qu'il faut avoir des hommes et des femmes qui sont capables de prendre en compte l'aspiration du peuple malien à travers le programme, à travers une vision. Vous le savez, Ibrahim Boubacar Keïta n'a jamais présenté un programme au peuple malien. Et je vous rends votre honneur, votre dignité, c'est à bâtir les grandes lignes du programme d'Ibrahim Boubacar Keïta. Je construirai l'armée. Personne ne jouera avec notre armée. Je créerai les conditions pour que l'école soit une réalité. Où donc la connaissance, on va aller à la recherche de la connaissance. Nous créons les conditions pour que les gens soient très bien soignés dans nos hôpitaux. Mais voici le programme d'Ibrahim Boubacar. Au sortir de ça aujourd'hui, tout le monde sait, il n'y a pas d'école il y a des années. Nous sommes jusqu'à présent presque à une année blanche. Sérieux, madame a rappelé sur les 1230 milliards détournés. J'ai eu la chance, le privilège d'être chargé à la communication du plus grand département qui était le ministère de la Défense. J'ai fait 12 ans conseiller en communication du ministère de la Défense. Donc je parle de la matière que je connais. Donc au niveau de l'armée, aujourd'hui une armée, donc on a mis à terre, il y a des dissensions au sein de l'armée, il n'arrive pas à retrouver, il n'arrive pas à créer les conditions pour que l'armée soit une armée du peuple. Aujourd'hui concernant l'emploi, un de ses amis a passé sur Afrique Média, il disait qu'ils ont pu faire en sorte pour qu'on puisse donner un peu de moyens, ça veut dire augmenter un peu le salaire. Je dis sur 20 millions de Maliens, 10 millions seulement sont des fonctionnaires. Donc si seulement on prend 10 000 personnes pour tout simplement gérer ce cas, et les 19 millions de Maliens qui n'arrivent plus à cultiver chez moi dans le pays Dogon, où les Peuls et les Dogons sont en train de se tuer, où aujourd'hui l'insécurité, l'administration, la présence de l'administration, il n'y a plus d'administration à l'intérieur du Mali, et il n'y a plus de justice à l'intérieur du Mali, et aujourd'hui on n'arrive plus à sortir pour cultiver et vivre des cultures, et il n'arrive plus donc à cultiver à 5 km du village, et il n'y a plus d'animaux, donc tout est donc disparu. On a brûlé plus de 150 villages dans ces 2 ans. Alors donc voici la situation qu'on pose. Mais nous avons remarqué que la CEDEAO n'a réglé que le problème en amenant le problème sur 2 aspects, l'élection, donc la mauvaise gestion de l'élection, et ils ont fait en sorte, pour eux, donc c'est la nomination au poste ministériel. Mais ce qu'ils oublient même dans leur complot, ils ont pu faire en sorte que les ministères souverains, donc les ministères donc, comme la défense, comme la sécurité, comme les finances, comme l'administration territoriale, comme les affaires étrangères, on a donné la possibilité à IBK de nommer pour donc gérer. Il nous a dit, il y a tout simplement 2 semaines, il a rencontré un de nos cadres, l'ancien ministre Bakili, et il avait proposé au ministre Bakili en nous demandant si nous acceptons le principe de le donner les 6 portefeuilles ministériels, il va nous donner le poste du Premier ministre et il va nous donner le reste des portefeuilles. Nous avons dit que nous ne sommes pas intéressés. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le Mali. Comment sauver le Mali? Comment sauver le Mali, c'est ce qui nous intéresse. Effectivement, il y a la gouvernance, il y a la mauvaise gestion, il y a l'insécurité, il y a donc un clan qui s'est
trouver autour du président de la République, sa famille, ses enfants, qui gèrent le pays et cette démocratie que nous avons chèrement acquis en 1991, où il y a eu des morts, il y a eu des blessés. Et ce combat que nous avons mené avec le peuple malien pour changer, renverser un dictateur qui était Moussa Traoré en 1991, aujourd'hui, on nous a transformé cette démocratie en démocratie des familles, en démocratie des clans. Mais tout ça, géré par la France, appuyé par la France et par ses amis de la CEDEAO. Si aujourd'hui le président guinéen nous donne des leçons, nous demandons au président guinéen, après avoir tué plus de 100 et quelques personnes chez lui, nous n'avons pas de leçons à recevoir chez lui. Si nous voyons aujourd'hui ce qui s'est passé à Abidjan, à Côte d'Ivoire, Soumaïla Cissé, un intime ami de Alassane, après avoir été trahi, nous savons tout ce qui s'est passé, ce qu'il m'a dit en tant que son conseiller en communication, c'était très grave. Nous n'avons plus confiance à cette vision, à cet homme qui est Alassane. Nous n'avons plus confiance aussi à d'autres qui pensaient qu'on était les maillons faibles, comme le président nigérien, et qui nous a promis même que Soumaïla sera là pour fêter avec nous. Et donc cette promesse a été donc quelque chose qui n'a pas été finalement réalisé. Alors donc voici ces hommes et ces femmes qui aident le président Ibrahim Boubacar Keïta à s'imposer, et ils veulent sauver le soldat Ibrahim Boubacar Keïta. Et pourtant, nous voulons sauver le Mali. Parce que la question qui mérite d'être posée, d'ici 3 ans, si nous ne faisons pas extrêmement attention, quel est le Mali que nous allons léguer à nos enfants futurs? Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, le Mali est en train de disparaître. Nous ne contrôlons plus l'administration, l'état du territoire national. Nous n'avons plus l'armée qui est capable de prendre la sécurité nationale et imposer donc la vision des Maliens, et nous avons une administration qui ne répond plus, et le tout dans une corruption à outrance. L'argent des contribuables maliens sont en train d'être volés par-ci et placés dans les comptes à l'extérieur. Voici la situation qui nous pousse à réagir. Pour nous, il faut revoir ce principe démocratique. Nous ne sommes même pas contre la révision constitutionnelle, mais nous avons dit cette révision constitutionnelle, évidemment, ça se fera. Monsieur Noum Togo, cadre de l'URD, je reviendrai à vous pour les solutions. Comment donc sauver le Mali? Je voudrais me tourner vers... Dans un communiqué, les manifestants ont affirmé que les propositions de solution de la mission de la CEDEAO ne correspondent en rien aux aspirations et attentes exprimées par la majorité du peuple malien. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.